Le 11 mars, nous célébrons les 40 ans de la disparition de Claude François. Le 18 mars se déroulent les élections en Russie. Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme les manifestations des retraités le 15 mars ou le Salon du Livre de Paris dès le 16 mars, seront au cœur de l'actualité. Avec notre invité, l'humoriste Jean-Philippe Janssen, il est là. Et nos journalistes, nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour Jean-Philippe Janssen, bonjour à tous, merci de nous suivre en direct sur Figaro Live. Vous n'hésitez pas évidemment à poser vos questions à notre invité, il y répondra tout à l'heure au cours de l'émission. Jean-Philippe, on est très heureux de vous accueillir dans cette émission, on vous en parle dès maintenant. On va évoquer les grands sujets de l'actualité à venir, mais tout de suite, on va parler de votre actualité. Vous êtes l'humoriste qui décolle. En quelques mois à peine, vous êtes devenu le chouchou du public d'RTL et des grosses têtes de Laurent Ruquier, celui de Michel Drucker également dans Vivement Dimanche sur France 2, où vous intervenez régulièrement. Et puis vous êtes actuellement sur la scène du théâtre de l'Alhambra à Paris dans votre seule en scène Jean-Philippe décolle. Idem, vous y faites un carton, à tel point d'ailleurs que vous jouez les prolongations, si je ne me trompe pas, jusqu'à fin avril maintenant. Oui. C'était jusqu'à fin mars il y a peu, mais maintenant c'est fin avril. Comment vous vivez ce succès fulgurant, cet enthousiasme du public à votre égard ? Je ne peux que le vivre bien, parce que je pense que n'importe quel artiste qui devient rêve de ce que je vis en ce moment. Alors c'est vrai que c'est intense et que sa fulgurance m'a un peu angoissé au début, ça m'a fait peur parce que je me suis dit c'est pas possible, ça va trop vite, il y a une facture à payer quelque part, c'est pas possible. Un truc louche. Et puis après j'arrivais pas à me délecter de mon plaisir, maintenant oui, parce que les choses se posent et que j'ai trouvé un rythme et qu'on s'habitue parce que j'étais catapulté dans un monde que je connaissais nouveau, pas vraiment. Quelque part, parce que vous étiez ancien steward chez Air France. Ah, c'est ça. D'ailleurs, il y en a qui en doutent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est authentique cette histoire de steward ? Regardez-moi, est-ce que j'ai pas l'air d'avoir des heures de vol ? Excusez-moi. J'ai volé, j'ai 18 ans d'aérien. Le ciel m'a connu avant la terre. Ouais. Et alors, ce sont vraiment des anecdotes que vous avez vécues en vol, qui vous inspirent dans vos sketchs, que vous reproduisez dans vos sketchs ? En fait, c'est autobiographique. J'ai repris ma vie de mon enfance dans le Nord et j'ai mis ça en opposition avec mon métier qui était complètement éloigné de ma vie dans le Nord. Donc, c'est en opposition des codes, parce que les codes d'une compagnie aérienne et les codes de mon village rural n'avaient rien à voir. Et voilà, et j'ai rassemblé, ça a fait des cocktails détonnants et j'ai rassemblé des anecdotes avec des passagers à bord parce que dans un avion, en fait, c'est un panel de société. Vous avez des gens qui sont assis les uns à côté des autres qui, dans la vraie vie, n'auraient rien à faire les uns assis à côté des autres. Et donc, c'est vrai que ça donne un panel et des anecdotes assez croustillantes. Tout à fait. Et aujourd'hui, alors, vous avez complètement abandonné cette première carrière de steward ? Abandonné, oui. Enfin, j'avais joué la sécurité en prenant un congé sabbatique puisque ma compagnie me permettait de le faire. Et ce congé sabbatique, c'est une question de timing. Se termine là, fin mai. Donc, c'est là. Voilà, là, je suis à la croisée des chemins. Mais je ne pense pas que je retournerai dans un avion. C'est une partie de ma vie qui a été très importante et que j'ai adorée. Mais ce que je fais là, maintenant, est tout aussi intéressant et exaltant, en tout cas. Eh bien, justement, vous parlez de spectacle. Alors, je vous propose tout de suite qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Toujours rêvé d'être pilote, moi. Dire à vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion. Mais j'étais tellement conne, je suis une hôtesse de l'air. Je dis poulet, poisson, poulet, poisson. J'ai gommé mon accent, je parle bien, je fais bonjour, bienvenue à bord. Et puis t'entends, ça revient, un verre d'eau, hein. Depuis quand recrute des paysans dans les avions? Depuis qu'on transporte des bœufs. J'ai eu de la chance, mes parents, figure-toi, parce qu'ils ont eu 4 beaux enfants, un échantillon quand même. Et sur les 4, ils en ont eu deux homosexuels. De Marie Toutoul. Super spectacle, nous étions la semaine dernière avec Charlotte venue vous voir. Succès dans la salle bondée, les gens hilar, on a passé un très très bon moment. Merci encore. C'est tout à fait mérité. Comment on passe de steward à humoriste ? On passe pas vraiment, ça n'a pas été un choix. Pour moi, ça n'a pas été une conviction en disant je changeais. J'ai toujours aimé faire rire et je faisais déjà rire dans l'avion. Et dans l'avion, l'avantage, c'est que j'ai un public et qui en plus ne peut pas sortir. Vous faisiez des sketchs dans l'avion, carrément ? Vous faisiez quasiment des sketchs. Ah oui, je testais mes anecdotes ou mes histoires sur les passagers, sur les équipages. Quand on est en escale, on a toujours 2 ou 3 équipages, donc il y a un minimum 60 de personnes avec vous. Ah oui. Donc j'étais toujours plus ou moins leader. Et c'est mes collègues qui me disaient mais écris, t'as un don pour narrer les choses. Mais j'étais pas convaincu. Je me suis fait rire
rire les amis et faire rire les gens sur scène, c'est pas forcément transposable. Et puis c'est une copine qui, à mon insu, un jour m'a inscrit à un concours d'humoriste qui s'appelait Le Printemps du Rire, et on était 900 au départ, et j'ai fini finaliste avec un sketch. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose, et ce que je dis intéresse aussi les gens. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais je pensais que ça deviendrait un métier, je pensais que ce serait en dilettante, quelque chose comme ça. De temps en temps, dans vos périodes de disponibilité. Oui, quoi. que ça prend autant d'ampleur, c'était vraiment... c'est top. C'est top, on passe un bon moment. On reviendra évidemment tout à l'heure sur votre actualité, mais tout de suite, le sommaire de cette émission, Charlotte. Et oui, nous parlerons de la manifestation des retraités qui aura lieu le 15 mars prochain. On en parlera avec Marc Landré, qui est rédacteur en chef du service économie France au Figaro. Et puis on détaillera aussi les grands moments du Salon du Livre qui se tiendra à Paris du 16 au 19 mars. On en parlera avec Mohamed Assaoui, journaliste littéraire. Mais ça, c'est dans la seconde partie de Tout à l'émission. fait. Pour commencer... Cette première partie, nous accueillons Renaud Toffier, journaliste au Figaro Live. Bonjour Renaud, vous allez nous parler des élections en Russie qui ont lieu le 18 mars prochain. C'est dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Il était prêt à basculer. C'est pas grave. Et oui, et tout de suite, on démarre avec Olivier Nuc. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes critique musicale au Figaro et on peut le dire aussi, vous êtes le monsieur musique du journal. Le 11 mars prochain marque le 40e anniversaire de la mort de Claude François. Quel souvenir de l'artiste existe encore aujourd'hui, 40 ans après sa disparition ? Alors, ce qui est amusant, ce qui est intéressant avec Claude François, c'est qu'il n'a pas été réhabilité tout de suite, mais c'est souvent le cas quand un artiste disparaît. Il était quand même très controversé de son vivant. Il n'était pas du tout apprécié par ses confrères et par la critique. Et la réhabilitation, elle est venue du public progressivement et jusqu'à devenir une espèce de culte, comme ça, post-mortem, à qui on a prêté énormément de vertus. Ce qu'il reste, ce sont beaucoup de tubes. Claude François, c'est l'artiste qui est joué à peu près dans tous les mariages de France, je pense. Il reste une image aussi pour les artistes d'aujourd'hui, c'est celle de l'entrepreneur qu'il était. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux chanteurs, aux musiciens d'être à la fois leur attaché de presse, leur directeur marketing, de tout faire. Et lui a fait tout ça bien avant les autres, dès 62, dès le début des années 60. Il avait compris que ce métier, ce n'était pas forcément être un grand chanteur, ce n'était pas un grand chanteur, un grand compositeur, ça ne l'était pas, ni un grand auteur, mais qu'en ayant le sens du spectacle, en ayant une culture musicale riche et ouverte à la nouveauté, on pouvait établir une carrière en étant extrêmement dur, extrêmement exigeant et en manipulant, en contrôlant à peu près tous les aspects, avoir son journal, etc. Et ça, c'est très moderne. Et ce qu'il reste aujourd'hui, à mon avis, c'est pas tellement des artistes qui vont se réclamer de son héritage musical, mais plus son approche de businessman, qui était, pour le coup, révolutionnaire en France. Mais vous parliez de musique à l'instant, My Way, quand même, reste l'incontournable de ces titres. Alors, My Way, My Way, c'est un peu l'exception. Donc, la version française, c'est comme d'habitude. Une des rares chansons qu'il ait co-signée, la musique, c'est lui qui a eu l'idée de la montée harmonique. Une chanson qui est consacrée au départ à sa rupture avec France Gall. Ouais. Voilà, une chanson avec un texte qui est finalement très quotidienniste, qui raconte la vie quotidienne d'un couple qui se sépare, etc. Et cette chanson, elle a une histoire vraiment incroyable, puisqu'elle est devenue un standard international. C'est une des rares chansons françaises qui soit un standard international. Le premier à traduire le texte, c'était David Bowie, en 68. Mais David Bowie, en 68, était inconnu. Et personne n'a misé sur son interprétation C'était pas My Way, c'était Only a Fool Learns to Love, sa traduction à lui. Donc plus proche du thème de la chanson originale. En revanche, c'est Paul Anka qui passait ses vacances en France, qui m'a raconté l'anecdote il y a quelques années. Il entend cette chanson à la radio en vacances. Il se renseigne, il achète les droits. Et il se souvient qu'à ce moment-là, son copain Sinatra lui avait annoncé qu'il souhaitait se retirer de la scène, faire ses adieux. Il cherchait une chanson pour ses adieux. Et Paul Anka a écrit le texte en une nuit. And now the end is near, and so I face the final curtain, etc. Vraiment la chanson d'adieu, la chanson bilan. On aimerait que vous la chantiez un petit peu. Plus tard. Et c'est devenu, par Sinatra, un standard exceptionnel, un standard qui a été repris des millions de fois. Je crois que c'est la chanson française qui est la plus souvent reprise. Et l'ironie, c'est que Sinatra était une des idoles de Claude François quand il a commencé. Quand il était gamin en Égypte, il rêvait d'une carrière à la Sinatra. Donc, il a quasiment, même s'il y a un intermédiaire, écrit pour Sinatra. C'est quand même exceptionnel. Et ça reste un tube. Planétaire. Planétaire, bien sûr. Multigénérationnel. Oui, tout à fait. Truc de dingue. Et une magnifique chanson et un texte magnifique de Paul Anka.
Claude François a commencé à faire l'objet de nombreux hommages à la télévision en particulier. On a commencé à avoir un certain nombre de documentaires. On imagine qu'ils vont encore être assez nombreux d'ici la date anniversaire du 11 mars prochain. Et puis que les fans également du chanteur vont se mobiliser pour lui. Tout le week-end, effectivement. Alors, Claude François, dans son histoire, il y a deux lieux importants, deux lieux symptomatiques. C'est le Moulin de Danemois dans l'Essonne, qui était sa résidence, qui est un petit village dans lequel son ancienne résidence a été transformée en musée. Donc il y a énormément de rassemblements qui sont prévus là-bas. On va se recueillir sur sa tombe qui est également dans le domaine. C'est un peu le Graceland français, c'est la résidence d'Elvis en France. Et le deuxième aspect, c'est le boulevard Excellence, qui était son domicile parisien, où il a trouvé la mort, qui abritait aussi les bureaux de sa société. Et donc il y a un rassemblement qui est prévu dimanche. C'est vrai que... On attend combien de personnes, à votre avis ? Beaucoup de gens, mais c'est difficile de quantifier parce qu'il y a énormément de fan clubs. Mais ils sont tous en concurrence. Donc ils se cannibalisent un peu tous entre eux. Ils sont rivaux. Oui, ils se disputent l'héritage, et en tout cas l'héritage, je dirais. C'est quand même incroyable cette dévotion qu'il y a autant d'années après. Oui, qui est encore là, quoi. Autant de monde encore. C'est un de ceux qui provoque le plus ça. C'est vrai que moi je suis assez vieux pour me souvenir de l'annonce de sa mort. J'étais un petit garçon, mais la France était quand même plongée dans un chagrin énorme. Et ça s'est perpétué et ça s'est renouvelé, parce qu'il y a des gens qui vont se recueillir qui ne l'ont jamais connu, qui n'étaient pas nés. Justement, ceux qui n'étaient pas nés, ou même ceux qui se souviennent donc de ce jour de 11 mars 78, est-ce qu'aujourd'hui, Claude François fait toujours recette, Olivier ? Alors, moins qu'avant, c'est vrai. C'est compliqué parce qu'on annonce des chiffres qui sont... comme tous les chiffres de vente contestables, on annonce qu'il aurait vendu autant morts que vivants. On a un doute là-dessus, on ne sait pas très bien en réalité. On sait que ces droits d'auteur génèrent beaucoup d'argent. C'est Xavier Niel qui a racheté une partie des droits d'auteur, le saviez-vous ? Non. Donc c'est un bon investissement pour que ce monsieur qui est très avisé en affaires les fait. Mais la difficulté, ça a été pendant de longues années l'impossibilité de réaliser un best-of, puisqu'il a été dans 4 maisons de disques différentes, au moins. En businessman affûté qu'il était, il négociait ses contrats à chaque fois. Il n'était pas comme Brel ou Brassens qui avaient signé des contrats ad vitam avec leur maison de disques. Et la difficulté, ça a été de mettre tout le monde d'accord. Et c'est arrivé, puisque aujourd'hui... Mais oui, vous êtes venu avec quelque chose qui est extraordinaire. Avec un objet, la première fois qu'il y a une intégrale de Claude François. C'est la grande première. C'est une intégrale de tous les enregistrements studio. Donc on a mis d'accord 4 maisons de disques différentes, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est exceptionnel. Donc il y a absolument tout. Et on est frappé, quand on écoute, on est frappé par la force des adaptations de Claude François. Le répertoire est quand même aux 2/3 des adaptations de la Motown, de chansons des Beatles aussi, énormément, et de la faiblesse des chansons originales, à part My Way, qui reste l'exception. Mais c'est quand même un type qui avait le don d'aller chercher des chansons, de grandes chansons dans les répertoires des autres, mais qui n'avait pas, sauf à la fin, parce qu'on a souvent dit le tournant intellectuel, entre guillemets, de Claude François, c'est le fait qu'Étienne Rodagil, qui était jusque-là le grand auteur de Julien Clerc, une chanson assez poétique, assez engagée, écrive pour lui. Ça a été très décrié, mais les derniers tubes sont exceptionnels. Magnolia Forever, Alexandra, dans lesquels Claude François se penche sur son enfance, le déracinement, l'Égypte, etc. Donc il arrivait finalement avec le disco. Il est mort à un moment où il était en pleine possession de ses moyens, de son répertoire. Et on repensera aussi évidemment aux chorégraphies associées à ses chansons. Et aux Claudettes. Et aux Claudettes, exactement. Une petite démonstration ? Non, pas de démonstration. Non, pas maintenant. Plutôt en coulisses. Merci beaucoup, Olivier, de ces précisions. Donc, on rappelle, le 11 mars, nous célébrons les 40 ans de la disparition de Claude François. Je me tourne vers vous, Jean-Philippe. Claude François, c'est un artiste que vous appréciez, vous l'écoutiez en famille ? Bah oui, parce que moi aussi, j'étais petit garçon, j'avais 5 ans quand j'ai su sa mort. Et après, je m'aperçois que quand moi j'ai été ado, c'est des chansons qu'on écoutait et qu'on passait dans les soirées. Et je crois que, comme Dalida, en fait, c'est des artistes qui traversent le temps. Et ça vous met sur un courant. Et après, il y a tous les C'est drôle comme expression. Mais non, mais c'est vrai, moi, ça m'a mis... Non, mais c'est bien. Humoriste, En même temps, je suis humoriste.
c'est même pas voulu en plus. Et vous, comme ça, très rapidement, vous qui avez fait le tour du monde quand même pendant 18 ans en tant que steward, est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous avez entendu des interprétations de Claude François à travers le monde? Non, pas vraiment. Si, ça reste surtout européen, je pense. Ouais. Mais non, j'ai rarement dansé sur Claude François à Rio lors du carnaval. Mais pourtant, il y a une chanson qui en parle. Eh ben voilà. Mais par contre, moi, c'est quelque chose que je sais pas, ça traverse le temps et ça m'a influencé moi pendant ma jeunesse et je me suis éclaté là-dessus. Et je m'aperçois que les générations après, mon neveu, voilà, ça continue. Un relais qui se fait, tout à fait. Mais on continue à danser. Et ça anime toujours les mariages et les communions depuis des Et Olivier nous l'a très bien raconté. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier Nuc. On retrouve vos papiers dans le Figaro et sur le Figaro.fr. Et puis votre émission, évidemment, Figaro Live Musique, chaque semaine en direct sur le Figaro.fr, Figaro Live à 16h10, présenté en alternance avec Athénaïs Keller, qu'on embrasse. Oui, Pipi Mousse. Alors, attendez, pimpa, et voilà, c'est parti. Ça fait peur. Ça fait peur. Olivier Renaud, c'est l'heure des questions pour tester vos connaissances, en apprendre un peu plus sur notre invité. Avant d'être connu, Jean-Phi a fait une apparition très remarquée dans une émission de télévision. Laquelle? Petit A, recherche appartement ou maison sur M6 avec Stéphane Plaza. Petit B, les 12 coups de midi sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann. Ou petit C, tout le monde veut prendre sa place sur France 2 avec Nagui. J'ai pas révisé, moi, personnellement. Moi, je verrais bien tout le monde veut prendre sa place. C'est un peu ce qui se passe dans un avion. Tout le monde veut prendre sa place au moment de l'embarquement. Eh bien, non. La réponse. On vous laisse répondre. Recherche appartement ou maison sur M6 avec Stéphane Plaza. Ouais. Oui, vous avez beaucoup marqué les esprits à l'époque. Vous êtes devenu ami avec Stéphane Plaza, d'ailleurs, depuis. Suite à l'émission, Ouais. ouais. Bah, à l'époque, C'était en tant que client En tant que j'étais, je cherchais vraiment un appartement. Oui, je faisais des émissions qui me servent quand même. et là, je devais déménager et je regardais cette émission en faisant mes cartons et je me disais, c'est quand même dingue cette émission. Il cherche à ta place. Voilà. Donc j'ai téléphoné, j'ai passé le casting, on m'a pris et j'étais encore steward. J'étais pas encore humoriste, mais on avait très bien. Oui, j'ai parce revu qu'en fait, l'émission d'ailleurs. le résultat de cette émission, c'est que je n'avais pas eu l'appartement parce que je n'ai pas eu le financement. Exactement. Et en revoyant l'émission, d'ailleurs, on est extrêmement déçus. Je me souvenais plus que vous n'aviez pas le crédit. Les gens sont très... Parce que l'appartement vous plaisait énormément. Parce que lui, il avait rempli sa mission, il a trouvé l'appartement. Et moi, c'est ma banque qui m'a dit non. Et j'ai fait plein de banques qui m'ont dit non. Donc la France entière a su que j'étais surendetté à ce moment-là. Et alors, depuis, les ennuis d'argent, c'est fini aujourd'hui? J'ai un plan d'épuration de dette. Et je peux dire qu'on résorbe bien, c'est bien, je suis content. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes en direct sur le Figaro Live. Posez vos questions. Dans quelques instants, Jean-Philippe Janssen vous répondra face caméra. Alors, Fred, on rigole plus maintenant. Non. Parce que c'est de la Russie dont il est question. Exactement, on se retourne donc maintenant. C'est à vous, Renaud. Vers Renaud Taufier. Bonjour Renaud, vous êtes donc journaliste au Figaro Live. La présidentielle russe aura lieu le 18 mars prochain et Vladimir Poutine semble bien parti pour entamer un 4e mandat. Oui, c'est vrai que le suspense n'est pas insoutenable, puisque effectivement, tous les observateurs nous disent que Vladimir Poutine sera réélu pour un mandat de 6 ans, et ce sera probablement une élection assez écologique, puisque les mêmes observateurs nous disent que l'on ne va pas s'embarrasser d'un second tour, donc économie de papier pour les bulletins, économie d'essence pour les électeurs qui vont pouvoir laisser la vieille Lada au garage avant de se rendre au bureau de vote. Finalement, le seul indicateur qui est intéressant, c'est la participation. Elle était de 65% en 2012, mais il y a beaucoup d'estimations à la baisse pour 2018. Or, le Kremlin a quand même envie d'avoir une participation assez forte pour pouvoir légitimer son pouvoir. Un pouvoir d'ailleurs qui dure quand même depuis 18 ans. Il y a eu la parenthèse avec Medvedev, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est Vladimir Poutine qui tirait les ficelles en coulisses. Donc ça fait bien 18 ans. Je vous ai d'ailleurs retrouvé la une du Figaro de 2000, où l'on voyait pour la première fois Poutine élu, Poutine tsar programmé, à la une d'un Figaro qui coûtait à l'époque 7 francs d'ailleurs. Oui, c'était en francs, effectivement. C'était en francs, Comment absolument. vous expliquez, Renaud, que la victoire soit déjà assurée? Est-ce que Poutine est à ce point populaire en Russie aujourd'hui? C'est assez difficile à répondre puisque les instituts de sondage russes ne sont pas forcément aussi fiables que les nôtres. Il y en a beaucoup qui dépendent de structures publiques, donc qui dépendent plus ou moins du Kremlin. Il y en a d'autres qui sont privés mais qui ont certains problèmes, on va dire, avec le Kremlin. Vous avez un institut privé qui s'appelle Levada et qui a été accusé en 2016 d'être un agent de l'étranger, ce qui est quand même une accusation assez grave. Et donc du coup, il a été restreint un petit peu dans ses activités à partir de 2016. Mais alors tout de même, cet institut Levada, il nous dit quoi? En 2017, le taux d'approbation, on va dire, de l'action de Poutine en moyenne était de 80% tout de même, ce qui ferait rêver beaucoup de dirigeants européens. Donc, mais voilà, prudence quand même avec ces chiffres. Ce qui est intéressant en revanche de voir, c'est l'évolution à la hausse ou à la baisse de sa popularité. Et alors là, c'est très intéressant puisque le plus bas score voilà, de Vladimir Poutine, c'est fin 2013.
de tous ses mandats. Fin 2013, il est à 61% d'opinion positive, tout de même. D'aucuns rêveraient. Mais que se passe-t-il quelques mois plus tard? En mars 2014, c'est l'annexion de la Crimée, la fameuse crise de Crimée. Et là, en quelques mois, Vladimir Poutine fait un bond de 26 points et il passe à 89% d'opinion positive. Et là, Vladimir Poutine sait très bien qu'il a réchauffé le cœur des Russes avec l'annexion de cette Crimée. Ouais. Il en joue d'ailleurs, puisque devinez à quelle date le traité d'adhésion de la Crimée a été signé avec la Russie. Eh bien, c'est le 18 mars 2014, donc le même jour que l'élection présidentielle. Petit anniversaire, clin d'œil. Clin d'œil. Et alors, que faut-il retenir de cette campagne, des débats, des discours, des scandales même? Pas énormément de vie, on va dire, dans cette campagne. La plupart des titres français nous disent que la campagne russe est soporifique, lénifiante, qu'elle est déjà prévue d'avance, que le résultat est déjà prévu d'avance. En plus, l'opposant principal de Vladimir Poutine, qui s'appelle Alexei Navalny, a été interdit de concourir. Donc il reste 7 candidats pour défier Poutine, mais c'est quand même un bien grand mot. Alors oui, vous avez un candidat communiste qui s'appelle Grudinin. Alors certains disent qu'il va faire une surprise, mais aucun, évidemment, il ne va pas battre Vladimir Poutine. Vous avez une autre candidate qui s'appelle Ksenia Sobchak, qui est une ancienne candidate de télé-réalité, qui fait un peu le buzz, qui fait parler d'elle, qui anime un peu les débats. Voilà, certains disent que c'est un peu une scénographie. Et d'ailleurs, vous allez voir un extrait, parce que parfois ça ressemble un peu à une mauvaise telenovela, on va dire, un extrait de l'un des derniers débats télévisuels. D'accord. Владимир Владимирович, вы слышали? Владимир Владимирович, мозгов нет. Видишь, вот видишь? Вот идиотка, что? Убери ее отсюда. Ксения Анатольевна, я не имею права. Сейчас идет время господина Бабурина. Я не имею права, это делает ЦИК. Черная грязь, отвратительная баба. Владимир Владимирович, материться нельзя. Quand on voit ces images, c'est quand même particulier. Voilà, donc vous avez d'ailleurs remarqué un absent de taille pour ces débats, c'est Vladimir Poutine. Il n'y participe pas, il n'a pas vraiment fait campagne, pas fait vraiment d'annonce de programme. Quand on voit d'ailleurs les intentions de vote, on se dit qu'il n'a pas forcément à se forcer. Et je voulais d'ailleurs vous faire un dernier clin d'œil toujours à cette une. On voit les premiers mots de Laure Mandeville dans cet article. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Un vote sans passion pour une élection sans suspense. C'était notre correspondante de l'époque à Moscou. Un vote sans passion pour une élection sans suspense. Pas grand-chose à changer depuis 18 ans en Russie. Alors, marrant, comme on est un peu résigné, il n'y a personne qui se pose de questions, savoir qui va... Il n'y a aucun suspense, il n'y a aucune échéance, et puis ça sent la manipulation, ça sent... c'est théoriquement le dernier mandat, en tout cas, pour Vladimir Poutine. Jusqu'au temps qu'il change la Constitution. Qu'est-ce qui va se passer, Renaud, en 2024? On peut imaginer quoi? Vous avez 3 cas de figure. Soit Vladimir Poutine quitte le pouvoir, un successeur pour la suite. Soit il change la Constitution, effectivement, et il peut poursuivre l'aventure au Kremlin. Soit il peut nous refaire le même coup que 2008, c'est-à-dire le coup, la Medvedev, exactement. C'est-à-dire qu'il place quelqu'un à la présidence pour ensuite revenir 6 ans plus tard, mais en 2030, il aura tout de même 77 ans. Je ne vais pas me positionner sur l'un de ces 3 scénarios. Ça reste lointain. Pour nous en parler. Voilà. Rendez-vous en 2030. En tout cas, merci beaucoup Renaud. On vous retrouve évidemment chaque jeudi dans votre émission à 13h20 en direct Interaction, le magazine justement interactif de nos correspondants à l'étranger. Merci beaucoup Renaud. Merci Renaud. Jean-Phi, l'ancien steward que vous étiez et qui a beaucoup voyagé dans le monde, est-ce qu'aujourd'hui l'actualité de ce qui se passe ailleurs qu'en France vous intéresse et comment vous la suivez? Je la suis comme tout le monde par les informations. Avant, c'est vrai que j'étais un peu plus impliqué dans les pays où j'allais parce que je savais ce qui s'y passait au moment où j'y étais. Donc, quand j'allais au Venezuela ou des choses comme ça, parce qu'en plus, il y avait des endroits assez retirés où on allait, où c'était pas... je veux dire, Steward, c'est pas forcément que Rio et la plage et la salsa, c'est aussi partir à Kinshasa ou dans des coins géopolitiquement compliqués, avec des normes de sécurité et de sûreté qui sont énormes. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu plus concerné et qu'on prend un peu plus la mesure du problème quand on est dans le pays. Et donc aujourd'hui, je vois ça un peu de loin. J'ai une certaine nostalgie parce que j'aimais bien. Je partais du principe que mes yeux voyaient en une vie ce que les yeux des autres ne verront jamais. En fait, c'était un concentré, même si on restait pas longtemps. Donc ça me manque un peu, cette notion de départ et de revenir. Voilà. Mais je me tiens toujours au fait de ce qui se passe et je regarde les informations tout le temps. Vous vous informez comment? par le biais des réseaux sociaux, par Internet, par la télévision? Les réseaux sociaux, je me méfie parce que je trouve que ça va vite et tout le monde donne son avis et finalement ça débouche souvent sur des fakes ou des choses qui ont pris une ampleur qu'ils n'avaient pas à prendre. Donc le Figaro.fr. Le Figaro.fr. Voilà. Comment n'y est pas, je pense. Suis-je donc bête? Voilà, c'est ça, j'avais sur le bout de la langue. Justement, sur le bout de la langue. Alors, dernière question pour...
Dernière question pour Renaud et Olivier, en savoir un petit peu plus sur notre invité. Jean-Philippe Janssen, vous avez les buzzers tous les deux, j'aime beaucoup, ça me plaît ça. Jean-Philippe est actuellement à l'affiche d'un film au cinéma, il joue un rôle, un film qui cartonne évidemment. Jean-Philippe et le succès, c'est un carton. Alors lequel? A. La Ch'tite Famille de Danny Boone. B. Les Tuches 3 d'Olivier Barou. C. Belle et Sébastien 3 de Clovis Cornillac. La petite famille, mais sans conviction. La Ch'tite Famille. La Ch'tite Alors, Famille. Oui, c'est dans la Ch'tite Famille, oui. mais alors comment vous êtes arrivé à jouer dans ce film avec Ah, mais Danny Boone? c'est pareil, c'est une histoire incroyable. C'est les grosses têtes, puisque j'ai rencontré Danny Boone aux grosses têtes à ma deuxième émission. Moi, je commençais, donc j'avais toute la pression en plus. Et j'ai rencontré, on a eu un échange qui s'est super bien passé. Et c'est lui qui m'a appelé quelques mois plus tard pour me dire qu'il avait rouvert le scénario et qu'il avait écrit une scène pour moi dans le film, si je voulais avoir une apparition, ma première apparition cinématographique. Et pour le moins, avec cette pléthore d'artistes, c'est extraordinaire. Oui, puis pour moi, Danny Boone, c'était hautement symbolique. Bien sûr. J'ai beaucoup apprécié, puis c'était très généreux de sa part. Et donc, il m'a fait faire mes premiers pas au cinéma. Ouais. Ça s'est bien passé? Ah, j'ai adoré. J'ai été fasciné. Ouais. C'est vrai? J'ai adoré les plateaux de cinéma. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir la nouvelle Catherine Deneuve. Faudra laisser pousser vos cheveux quand même. On est à mi-parcours de l'émission. Merci Renaud, merci Olivier, à bientôt. Jean-Philippe Janssen, c'est le moment pour vous de répondre aux questions de nos internautes. Alors, je vous propose de lire les questions qui vont apparaître et vous lisez les questions à haute voix et vous leur répondez. On vous laisse avec eux. Bien évidemment. Pouvez-vous nous jouer une réplique de votre film préféré en ch'ti? C'est une question de Quentin. Alors, mon film préféré, je ne sais pas si c'est mon film préféré, mais il y a une réplique que j'aime bien, c'est vas-y, tu sautes, je saute au chi, un vrai Jack. Vous avez compris? Non. Pas du tout. C'est tu sautes, je saute aussi. Pas vrai, Jack? Et c'est dans quoi? Titanic. Ok. Voilà. Bah, Titanic en ch'ti, ce serait pas mal. Ça fait beaucoup moins romantique, forcément. Hein. Alors, il y a une deuxième question, je crois. Avez-vous une belle anecdote à nous raconter sur votre expérience de steward? Une question de Tom. Oh oui, j'ai plein d'anecdotes. Mais j'en ai une qui me plaît beaucoup, c'est qu'une fois, il y a une dame qui était assez mal aimable et qui m'a acheté son manteau de fourrure presque comme ça, en m'ordonnant d'aller le mettre au vestiaire, hein, et sans bonjour, sans au revoir, sans rien, quoi. Et j'ai pris le manteau, je lui ai rendu, je lui ai dit, mais madame, si vous ne les aviez pas tuée, elle serait allée toute seule dans le vestiaire, cette petite bête. Et elle est restée comme ça, un peu bête, et elle me l'a plus demandé de mettre le manteau dans le vestiaire. Une dernière question. Pouvez-vous nous donner un avant-goût de votre spectacle, une blague, une question de Cécile? Oui, c'est ce que je dis. Je raconte des histoires qui se passent dans l'avion et je raconte notamment le comportement de certains passagers. Et pour éviter qu'il fasse trop clair dans l'avion, on fait fermer des quais à hublot pour que les gens aient un paisible sommeil. Et il y en a toujours un qui ne veut pas le fermer et qui revendique le droit de regarder les étoiles. Et donc, quand on me demande pourquoi il faut le fermer, je dis toujours aux gens, parce que les gens croient forcément tout ce qu'on dit dans l'avion, je leur dis, c'est pour pas que la concurrence, elle voit ce qu'on sert à bord. Et là, ils ferment le hublot sans rien demander, les gens, parce qu'ils croient ce qu'on vous... Vous êtes expert aéronautique quand vous êtes dans un avion. Hein. Ah oui. Tous les gens vous demandent des explications, surtout ça c'est marrant. Quand il y a une catastrophe aérienne, moi je jouais sur scène. Par exemple, quand cet avion il s'est crashé dans la montagne, là, pilote allemand, oui. Je sortais de scène, il y a des gens qui me disaient, alors quand on ne savait pas encore qu'il s'était jeté volontairement, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je ne sais pas moi. Si vous devez quand même... je dis, l'hôtesse, elle a ouvert la porte. Elle a dit café, il s'est retourné, paf, il n'a pas vu la montagne. Voilà, mais les gens vous croient. Merci à tous pour vos questions. Continuez à poser vos questions, évidemment. Et Jean-Philippe Janssen vous répondra dans une seconde partie. De la seconde partie de l'émission, oui, qui va arriver tout de suite. Oui. Mais juste avant, revenons sur Danny Boone. J'avais eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques temps. Et en parlant de son arrivée à Paris et les débuts de sa carrière, il m'avait dit qu'à Paris, il avait rencontré le snobisme et qu'il l'avait fui. Alors vous qui êtes né à Maubeuge, qui avez grandi à Beaufort dans le Nord, vous êtes issu d'un milieu modeste. Est-ce que vous avez rencontré ce snobisme parisien et comment vous avez réagi?
Oui, je l'ai rencontré. J'appelle pas ça forcément du snobisme. Bon, moi, j'ai eu une période où j'ai quand même vécu à Montpellier. Je suis parti du Nord dans le Sud pour vivre ma vie un peu tranquille. Donc, j'ai été déjà confronté à autre chose. Mais quand je suis remonté à Paris, il y a ce que moi, j'appelle le parisianisme. Voilà. Ce truc qui fait qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe en province et tu as l'impression que c'est Paris qui lance les tendances. Voilà. et ça m'énervait un peu. Voilà, c'est ces courants de vegan, de gluten, de machin. Enfin, à un moment, ça manque d'authenticité et c'était la bienséance parisienne, donc ça m'énerve. Donc je m'adaptais un petit peu, je disais rien. Mais j'ai un moment, il faut être authentique quand même, il faut revenir aux bases. Hein. Mais sinon, non, ça me pose pas de problème. Puis Paris, c'est une ville que j'adore, mais le vrai Parisien, il est quand même assez insupportable quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il le raconte très bien. Viennent de nous rejoindre pour donc cette seconde partie de l'émission. Charlotte, soyons précis. Pour cette seconde partie de l'émission, Marc Landré. L'autre, c'est l'autre. Et c'est moi, lui, c'est lui. Oui, parce que je me dis, le sociétaire, il est comme Vous étiez surpris, attendez pas à moi, pensez que ça serait quelqu'un d'autre. Non, Marc, je suis très content que vous soyez là et vous allez nous parler dans quelques instants, évidemment, de cette manifestation, le 15 mars, manifestation des retraités. Ah bon? Tout à fait. Je prépare autre chose. Mais justement, ce sera ça. Merde. J'espère pas. Mais tout de suite, on parle littérature avec Mohamed Essaoui. Bonjour Mohamed. Bravo, bonjour. Ça, voilà. Mohamed, donc Le Figaro, vous êtes rédacteur en chef adjoint du Figaro littéraire. Le Salon du Livre de Paris ouvre ses portes du 16 au 19 mars prochain. Porte de Versailles à Paris, c'est la plus grande fête du livre en France. Exact. Est-ce que vous pourriez nous donner justement quelques chiffres de ce grand salon? Donc avant les lettres, on va donner les chiffres. Hein, voilà, s'il vous plaît. 3000 auteurs. Ouais. Donc c'est la plus grande messe en France, voire en Europe. 1200 éditeurs. Donc je conseille à ceux qui ont un manuscrit qu'ils ont envie de placer, c'est le moment ou jamais. Voilà. Et puis on attend entre 100 et 120 000 visiteurs passionnés, parce que le plus souvent, ils repartent avec des tas de livres. Et donc, c'est vraiment la grande messe, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux et celles qui aiment la littérature. Et alors, qu'est-ce qui nous prépare ce salon? Je vais la reformer. Que nous prépare ce salon du livre 2018? Alors, je trouve que cette 38e édition, elle revient... C'est le mot qu'a prononcé Jean-Philippe, à l'authenticité. Oui. On revient au récit, à l'histoire. Et donc, il y a deux thématiques fortes, qui est d'ailleurs l'acte d'écrire et puis écrire le monde, justement. Donc, les écrivains, ça n'a jamais été aussi fort, et notamment, on l'a vu à travers les prix littéraires, ils ont envie de raconter le monde, de le décrypter et de nous faire mieux comprendre. Et donc, ça touche tous les genres, aussi bien la bande dessinée, où on croit que c'est peut-être plus divertissant. Non, il y a des bandes dessinées très réalistes, évidemment la littérature générale, mais le polar, etc. Et vraiment, c'est un moment fantastique où on peut... il y en a pour tous les goûts. Et ça vaut le coup d'y aller un des 3 jours, un des 4 jours, parce qu'il y a aussi maintenant le lundi, ou en tout cas essayer de se faufiler dans les rayons, les allées du salon à la porte de Versailles. Quelles seront les nouveautés de ce salon du livre cette année, cette édition? Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a évidemment tous les genres, c'est ce que je disais, et j'aime beaucoup le fait que on centralise, on essaie de focaliser autour des débats, des rencontres. Ça a été déjà le cas, mais là c'est encore plus fort, c'est-à-dire pour tenter, parce qu'on est tous paumés aujourd'hui face à ce qui se passe, au terrorisme, etc. Et on vient pour chercher à comprendre. Alors on vient aussi pour se divertir. Hein. Bien sûr. J'aime beaucoup la partie pratique du salon, où il y a les livres de cuisine, etc., qui fait un carton incroyable. On accueille aussi, et ça s'intéresse à Jean-Philippe, on accueille beaucoup les humoristes. Et ils font un tabac très souvent parce que ce sont des auteurs, comme François Morel par exemple, qui va venir présenter son livre, des auteurs qui, à la fois en nous aidant à comprendre le monde, mais avec le sourire. Et dites-nous un petit mot du numérique justement dans la littérature. Alors ça c'est assez incroyable, chaque année j'en vois davantage. Alors c'est comme ça, en visitant un peu, c'est à peu près, je vois plein d'exposants qui se mettent au numérique. Qui se mettent au numérique et qui se mettent aussi, ça on le sait moins, à l'auto-édition. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup d'auteurs qui n'arrivent pas à trouver des éditeurs traditionnels et ils le mettent en ligne. Et
la machine s'est inversée. Maintenant, les éditeurs regardent ce qui se passe sur Internet et il y a des gens qui ont fait des best-sellers, 50 nuances de Grey, Lugon, qui vend maintenant 3 millions d'exemplaires. L'objet noir. Oui, Stendhal l'a mis en ligne. Il a commencé en ligne. Mais cela C'est dit, bien la page. vous ne vous trompez pas parce qu'on peut le lire en ligne maintenant. Et par exemple, aux États-Unis, l'année dernière, l'auto-édition a dépassé l'édition traditionnelle. Et bonne nouvelle donc pour ce salon, le Figaro littéraire est de retour. Oui, parce qu'on s'inscrit dans cette mouvance, ouais, dans bien cette sûr. tradition. On a vraiment envie de revenir au texte. D'ailleurs, on va proposer un magnifique texte qui est le Cadavre exquis qui a fait le Figaro littéraire pour ses 70 ans, où l'un des premiers auteurs dans 70 écrivains qui se sont... on s'est relayés Succédé, oui. pour écrire. Et il y avait Jean d'Ormesson. Bien sûr. Et c'est vraiment un moment émouvant parce qu'il y a aussi les photos de Stéphane Lavoué qui sont magnifiques. Et puis, on s'est lancé un défi de fou. Avec Grégoire Delacour, on va animer un atelier d'écriture Génial. en direct. Il y aura entre 60 et 90 personnes, on ne sait pas, mais... j'ai la trouille. Ouais, parce que quand on le fait entre nous... Ça va bien se passer, Mohamed, on vous mais connaît. Grégoire Delacour est un showman et qui donne envie d'écrire avec son enthousiasme, etc., que je vais m'appuyer sur lui. Mais je sais que ça, vu l'attirance qu'ont les ateliers d'écriture, je sais que ça va intéresser, mais on a envie de donner un goût de ce que peut être un atelier d'écriture. Merci beaucoup Mohamed pour votre intervention. Je m'adresse maintenant aux internautes qui nous suivent. Si vous aimez lire, nous vous invitons également à rejoindre le club de lecture du Figaro lancé sur Facebook. On va en savoir plus en regardant cette petite vidéo. Ah bah très bien. Bonjour, moi c'est Hélène. Moi c'est Alice. On est journaliste au Figaro et nous sommes là pour vous inviter sur notre club de lecture. C'est un groupe Facebook où vous pouvez discuter avec d'autres passionnés de lecture, débattre, partager vos conseils et même trouver des bons plans. Découvrir de nouveaux livres et en faire découvrir aux autres. Ce groupe est ouvert à tous, tant que vous ne faites pas les timides et que vous participez. Ça, c'est important, on compte sur vous. Dans ce club, on va parler de tous les livres. Romans français, littérature étrangère, poésie, science-fiction, jeunesse, développement personnel et même bande dessinée. Pour rejoindre le club, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. On espère vous y voir très nombreux. À bientôt. Comme ça, Alice, Hélène, hop, un super club de lecture, c'est génial. Il n'y a plus qu'à vous inscrire. Il n'y a plus qu'à vous inscrire. Ah Donc, oui. ça s'appelle Juste en dessous. Et ben voilà. le club de lecture du Figaro. Vous tapez le club de lecture du Figaro sur Facebook et vous vous rendez sur la page Facebook du club initié par Hélène Pagési. Mohamed, merci beaucoup de toutes ces précisions. Bon salon. Merci. Et puis, on va essayer de passer. On va essayer de passer. On retrouve évidemment vos papiers dans le Figaro littéraire tous les jeudis et sur lefigaro.fr. Vous aimez la lecture, Jean-Philippe Oui, enfin, je ne suis pas un lecteur assidu. Je lis plus des magazines que des romans et des bouquins. Mais oui, Il faudra faire un tour à l'atelier d'écriture Et puis, je vais aller à présenté l'atelier, par Mohamed. vous écrivez, Jean-Philippe, forcément. Bah oui. Ah oui, j'écris. Et voilà, vous vous inspirez de votre vie quotidienne, mais aussi, j'imagine, de ce qu'on peut voir à la De ce qui se télé. passe autour de moi, oui, oui, Et oui. c'est ça, c'est Eh déjà... ben voilà. Rendez-vous est pris. Mais moi, je vais m'inscrire à l'atelier d'écriture. Eh ben voilà. J'ai envie de savoir, quand vous écrivez avec un stylo plume, un stylo bic, ou vous écrivez sur l'ordinateur directement? Non, je ne peux pas, je n'arrive pas à écrire sur l'ordinateur, c'est un support qui ne me convient pas du tout, Ouais. je ne retiens pas. Donc, Comme sur j'ai une papier. mémoire visuelle, il faut que je vois mes ratures, j'écris au stylo et... N'importe quel stylo. Vous n'avez pas un stylo de prédilection ou une couleur non, d'écriture? j'ai un type de cahier fétiche, je ne fais pas le stylo. Ça serait mieux si on en avait un, parce que là, elle a un truc derrière. Eh ben, pas du tout. Absolument pas du tout. On va recommencer. Ah aussi, mais vous le disiez, j'ai un stylo exprès. C'est le stylo du Il y a comique. quelques temps, on Charlotte. avait reçu deux BDA qui n'écrit qu'en mauve. Voilà. Charlotte, il a ce mauvais esprit, ce Marc Landré. Et pourtant, on l'invite tout le temps. On aime bien qu'il soit là. On aime bien que notre Marc il soit là. Alors, hop, je recommence. Mohamed, Marc, concentrez-vous, on Oui, teste. c'est important. Jean-Phi est un accro à la chirurgie esthétique. Ah, écoutez, c'est vrai, il a fait régulièrement des injections dans le visage. C'est faux, il a peur des piqûres. Tu t'y connais mieux que moi, vas-y. Il a peur des piqûres.
C'est bien, je l'aime bien. Ça veut dire que ça fait naturel. Non, c'est vrai, j'ai eu recours à des petites interventions des injectables, comme ça s'appelle. Mais vous en parlez d'ailleurs sur scène. Vous dites que vous aviez un 13e mois de salaire sur le visage. Oui, c'est ça. Oui, ça me coûtait cher, mais c'était des trucs. Je pars du principe que si on a un complexe et que ça permet de le gommer, c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique, c'est-à-dire que c'est du résorbable. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez, vous revenez au point initial. Donc voilà, c'était. C'est assez rare d'être sincère comme ça, en fait. C'est pour couper l'herbe sous les pieds des gens qui pourraient se poser des questions. Non, c'est une façon de le dire. Et puis. Moi, ça m'a donné confiance en moi. Je trouvais que j'avais une gueule fatiguée parce que j'ai des sillons marqués. Je vais chez le médecin, il fait touk-touk de piqûre et je ressors comme ça. C'est magnifique. À la place d'un trou, t'as une bosse, c'est génial. Et justement, dans votre spectacle, il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotions. Vous racontez votre coming out. Est-ce que c'est une façon aussi pour vous de faire de ce one-man show un message de tolérance C'est de la tolérance. Après, je ne suis pas fer de lance d'une communauté, mais c'était pour dire, moi j'avais une perception de ça quand je l'ai dit, parce qu'il y a 30 ans, ça se disait un peu moins facilement que maintenant, même s'il y a encore du travail, mais c'est encore plus compliqué, surtout dans le milieu rural. Et j'avais une perception des réactions de mes parents en me disant, c'est pas possible, ils vont me tuer, préparer une valise parce qu'il va sortir la carabine. Mais voilà, c'était pour dire. Et puis finalement, j'étais très étonné de la réaction que ça a suscité et que forcément, c'était exactement le contraire de ce que j'imaginais. On va rien dévoiler du spectacle, mais quand vous le racontez, quand même, c'est émouvant et vous finissez d'ailleurs avec un message très émouvant destiné aux gens et à tout le monde d'aller le voir. Allez, tout de suite on parle d'économie avec Marc. Et de manifestations. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Mais si, comme à chaque fois. Non, mais je vous entends après quand je sors du plateau en disant c'était nul. Jamais, pas du tout. À vous, Marc. Je suis content de vous voir. Alors, ça va, Chacha? Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps. Et Fred, comment ça va? Allez, on y va. Alors, Marc Landré, je rappelle simplement, vous êtes sociétaire de cette émission, vous venez tout le temps, quasiment tout le temps. Pas tout le temps. Vous êtes l'un de ceux qui est venu le plus souvent parce que vous êtes rédacteur en chef, responsable du service Éco-France. Je viens parce que je suis rédacteur en chef. Au Figaro. C'est pas parce que je suis bon que ce que je lis est intéressant. Allez, ça va de pair. Ah bon. Alors, jeudi 15 mars, pas moins de 9 organisations de retraités, 9 dont l'Union nationale des retraités et personnes âgées, la CGT retraitée, la FSU, Solidaire, appellent les personnes âgées et les retraités à une journée nationale d'action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi toutes les organisations de retraités appellent à manifester jeudi prochain pour la seconde fois depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République? Mais tout à fait, c'est la seconde fois qu'ils vont manifester, que les vieux, que les personnes âgées, que les retraités vont manifester. Les seniors, après on peut donner tous les qualificatifs qu'on veut, vont manifester. La première fois, c'était le 28 septembre. Et ils ne sont pas contents. Les retraités, ils ne sont pas contents, comme dirait François Hollande, parce que Emmanuel Macron a eu la mauvaise idée, ou la bonne idée au choix, selon qu'on ait voté pour lui ou pas, d'augmenter la CSG d'1,7 point sur leur niveau de pension. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec un pouvoir d'achat en baisse par rapport à avant l'élection. Alors, il y a eu une très mauvaise communication autour de cette hausse de la CSG, puisque Emmanuel Macron, pendant la campagne, avait dit « ceux qui touchent moins de 1 200 € de pension par mois seront exonérés, ceux qui touchent plus, ils iront droit, ils payeront. » Sauf qu'en vérité, c'était un discours électoral. Et dans la pratique, ça ne se passait pas du tout comme ça. Il se trouve qu'en vérité, la hausse de la CSG n'a pas été calculée par rapport au montant de la pension, mais par rapport à ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, ce que tout le monde connaît, puisque c'est ce qui est marqué comme revenu sur notre feuille d'imposition. Et il se trouve que les retraités, pour la plupart, sont en couple, sont filialisés quand l'un des deux n'est pas veuf. Et donc, en vérité, ça s'est calculé par rapport à la somme totale des revenus du couple et non pas par rapport à la pension individuelle. Donc vous avez des mamies qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui touchent 50 ou 100 € de pension par mois, qui se sont vues une augmentation de la CSG alors qu'elles pensaient qu'elles n'y auraient pas droit. Et donc c'est ça aussi, c'est cette mauvaise communication qui pèse sur le moral des retraités et qui fait qu'ils vont aller manifester le 15 mars prochain. Mais Marc, sauf erreur, Emmanuel Macron n'est pas le premier président de la République à demander des efforts conséquents aux retraités. Avant lui, Nicolas Sarkozy en 2008, on se souvient du gouvernement Fillon, puis après François Hollande, ont déjà demandé des efforts aux retraités. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le nouveau monde ressemble furieusement à l'ancien. Il y a eu plusieurs mesures à chaque fois. Enfin, grosso modo, les retraités sont un peu les vaches à lait des présidents. D'abord parce qu'ils manifestent peu, ensuite parce que c'est facile. Donc c'est vrai que sous Sarko et sous Hollande, à chaque fois, boum, on leur a mis un petit coup de matraque sur la tête. Ça a été la suppression de ce qu'on appelle la demi-part fiscale veuve. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous étiez veuve, vous récupériez une demi-part fiscale de votre mari décédé.
et ça a été supprimé sous Sarko. C'était il y a 10 ans. C'était en 2008, c'était progressif jusqu'en 2013, et ça a été maintenu sous Hollande. Vous avez eu d'autres mesures. Par exemple, j'en donne une autre. Il y a eu en 2013, c'était Jean-Marc Ayrault à l'époque, a créé ce qu'on appelle la contribution de solidarité de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est une ponction de 0,3% par rapport à la pension pour financer la solidarité. Rappelez-vous, c'est nous, on est salariés, on travaille, on donne une journée par an pour la dépendance. Et bien les vieux, il n'y a pas de raison, eux aussi, ils doivent être solidaires. Et donc, comme ils ne peuvent pas donner une journée parce qu'ils ne travaillent plus, ils donnent 0,3% de leur pouvoir d'achat. Donc il y a eu des tas de petites mesures comme ça qui, au fur et à mesure, ont grévé leur pouvoir d'achat et font qu'aujourd'hui, ils se disent, on est vraiment les dindons de la farce, on est des vaches à lait faciles pour les exécutifs, et il y en a marre qu'on s'en prenne toujours plein la tête. Donc la hausse de la CSG au 1er janvier pour 60% des retraités, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on va dire. Pourquoi Emmanuel Macron a décidé de ne pas compenser cette hausse aux retraités alors qu'il l'a fait pour les salariés du secteur privé, les indépendants et les fonctionnaires? Alors, la raison est simple, et d'ailleurs il s'en est jamais caché, Emmanuel Macron. Pendant la campagne, il disait moi je veux taxer plus les retraités que les actifs parce qu'ils ont un niveau de vie qui est supérieur à celui des actifs. C'est anormal que des grands-parents aujourd'hui vivent mieux en termes de niveau de vie que leurs enfants ou que leurs petits-enfants. Et il se trouve qu'en moyenne, effectivement, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons le niveau de vie des retraités qui est de 6% supérieur à celui de l'ensemble des Français. Et ce, malgré des niveaux de pension qui sont relativement faibles. C'est 1 300 € la pension moyenne en France par rapport au salaire moyen qui est de 2 200 €. Mais pourquoi ce niveau de vie est supérieur? Simplement parce que les retraités, ils sont généralement propriétaires de leur appartement et ils n'ont plus d'emprunt immobilier à rembourser. C'est le premier point. Et le deuxième point, ils ont un gros patrimoine, beaucoup plus gros patrimoine que les actifs et que les jeunes notamment. À titre d'indication, il faut savoir que les personnes entre 60 et 69 ans ont un patrimoine en moyenne de 350 000 €, quand les trentenaires ont un patrimoine de 180 000, donc 2 fois moins important. Et tout ça, c'est ce qui fait que Emmanuel Macron disait, comme ils ont un niveau de vie supérieur, ils peuvent contribuer un petit peu plus que les autres au redressement du pays. Sauf que, et ça les retraités l'ont bien intégré, aujourd'hui si leur niveau de vie est supérieur à celui de l'ensemble des Français, demain ça ne sera plus vrai. On sait qu'il va y avoir un effet de ciseau, c'est-à-dire que le niveau de vie des retraités va diminuer pour s'inverser et de passer en dessous de celui de l'ensemble des Français aux alentours de 2030. Et en 2060, si rien ne change, on aura un niveau de vie des retraités qui sera inférieur de 7 à 17% à celui de l'ensemble des Français. C'est très didactique. Alors, je vais vous demander, Marc, là, de vous mouiller. On sait que la météo sociale est un art. Il sait lire, il sait lire. Oui. Il sait lire. La question va être extrêmement précise. Même si la météo est un art, la météo sociale est un art compliqué, que les experts se trompent souvent, est-ce qu'à votre avis, cette manifestation du 15 sera fortement suivie au point potentiellement de faire reculer le président de la République? Et là, je vous demande, les yeux dans les yeux, Marc, de vous mouiller. Oui, Fred, les yeux dans les yeux, je vais vous répondre. Engagez-vous. Engagez-vous. Qui disait? Engagez-vous. Alors, au moins, je suis sûr que je ne vais pas me planter sur un point. C'est qu'il y aura plus de monde le 15 mars que ce qu'il y en avait le 28 septembre. Le 28 septembre, il y a eu, je prends mes fils parce que je ne les connais pas par cœur quand même, 45 000 personnes qui se sont mobilisées dans 76 villes. Ça, c'est selon la CGT. Il y en a eu beaucoup moins selon la police, selon le et il y en avait 10 fois plus à Marseille. C'est classique. Il devrait y avoir plus de monde parce qu'il y a un petit peu plus de rancœur aujourd'hui depuis le mois de septembre, il y a eu cette fameuse ponction, la CSG. Donc avant, ils l'anticipaient, maintenant ils le vivent. Donc ça les énerve. Et puis en plus, il y a cette fameuse, vous avez peut-être entendu parler de coagulation des luttes. C'est-à-dire de faire en sorte que les luttes qui sont éparses vont se rejoindre à un moment. Il se trouve que le même jour, il va y avoir, ça concerne aussi les personnes âgées, un mouvement de mobilisation pour demander plus de moyens dans les EHPAD. Les EHPAD, c'est le nom barbare pour les maisons de retraite. Et on est tous plus ou moins concernés. Donc ce jour-là, de ce simple fait, il devrait y avoir plus de monde. Maintenant, est-ce que ça va leur permettre de renverser la table et de faire reculer Emmanuel Macron ? Je vous dirais de manière un peu provocatrice qu'on n'a jamais vu une manifestation de déambulateurs et de chaises roulantes dans les rues de Paris ou dans les rues de France faire changer le gouvernement. Et en plus, pour une raison simple, c'est que non seulement ils ne seront pas suffisamment nombreux, et en plus, Emmanuel Macron, il a soit l'avantage ou l'inconvénient, une fois de plus, c'est toujours selon qu'on a voté ou pas pour lui, d'assumer. Donc il a toujours dit ce qu'il ferait et il fait ce qu'il dit, en tout cas sur cette question-là. Donc il y a quand même peu de raisons qu'il recule, et ce, même si la population des seniors, donc les plus de 60 ans, est une population qui vote proportionnellement plus que toutes les autres catégories de la population. Donc il prend un risque électoral. Mais qui dit risque ne dit pas forcément pari, il est sûr de son fait, et il considère que cet effort qu'il demande aux retraités, aujourd'hui, demain, servira la France en entier et qu'on lui en sera redevable. Donc, les yeux dans les yeux,
Fred, je vous réponds non. Quel talent. Merci Marc-Landré. Je prends un risque, hein. Je prends un risque. Merci beaucoup Marc. On retrouve vos papiers dans les pages saumon du Figaro, bien sûr, et sur le Figaro.fr. Et puis vous êtes souvent, comme on disait, sur Figaro Live, chez nous, comme chez nos confrères du journal qui ont d'autres émissions. Allez, et voilà. J'avais une question. Ah oui, pardon. Oh là. Est-ce que vous avez déjà manifesté? Oui. On s'en souvient bien. J'ai manifesté une fois étudiant, c'était la loi de Vaquet. De Vaquet, oui. Voilà, c'est ça. Et je crois avoir manifesté par rapport à la compagnie aérienne dans laquelle je me trouve, par rapport à des changements de direction. Je crois c'était une manifestation qui avait été organisée en même temps que d'autres. La chemise, c'était vous, non? C'est moi qui ai déchiré. Allez, on y va. C'est la dernière petite salve de questions. Marc Mohamed, vous n'y échapperez donc pas. Que s'est-il passé la première fois que la maman de Jean-Phi a pris l'avion? A. Sa mère a vécu un enfer dans les toilettes. B. Elle a empêché l'avion de décoller. C. Elle a bu toutes les mignonnettes d'alcool offertes en première classe. Qui s'engage? Tu veux que je m'engage? Il s'est engagé, là il réfléchit. Il cherche, je le connais par cœur, il cherche. Avec toute l'insolence caractérise. C'est pas un mix des trois, non? Elle a fait une crise dans les toilettes, donc elle a empêché l'avion de décoller parce que c'était bourré la gueule avec les mignonnettes. Alors, dites-nous. Elle a vécu un enfer dans les toilettes. Avec raison. Ouais, elle avait beaucoup bu aussi, je me suis dit avant. Donc c'est pour ça que c'est un mix. Et oui, elle s'était enfermée dans les toilettes et au moment d'une grosse turbulence. Et donc elle a un peu virevolté partout. Mais en fait, elle était persuadée que c'est elle qui avait déclenché les turbulences parce qu'elle ne maîtrisait pas son environnement. Et c'est au moment où elle a appuyé sur la chasse d'eau que les turbulences se sont déclenchées. Donc elle s'est dit, c'est moi. Raconté sur scène, c'est hilarant. N'en dites pas plus parce qu'on passe un bon moment. Tout de suite, on passe avec vous, évidemment, Jean-Phi, aux questions des internautes. C'est face caméra, vous leur répondez. Première question. Stewart, humoriste, auteur, one-man show, comment vous qualifiez-vous en un mot? Sophie. Authentique. Joli. Authentique. Dernière question. Quel est l'humoriste qui vous a le plus inspiré? Danny Boone? C'est une question de Zeddy. Alors non, c'est pas Danny Boone que j'admire, mais je l'admire beaucoup en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. C'était Muriel Robin. Voilà, c'est Muriel Robin qui m'a bercé, moi, mon enfance et qui, si je suis sur scène aujourd'hui et le ton que je veux donner, je crois que c'est elle qui m'a largement inspiré, en fait, qui m'a donné l'envie. Bah top. Et bon, on la salue. Et on la salue. Muriel Robin. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Phi. C'est ça, c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup, Jean-Phi Janssen. Merci, Marc. Merci, Mohamed. Merci, Notre Frédéric, émission touche à sa fin, Merci à comme vous. toute bonne chose. Ben oui, c'est Exactement, ça, le jeudi tout a à une cette fin. heure-là. Mais je sais maintenant. Ah oui, maintenant, on va aller travailler. Donc Jean-Phi, je rappelle que vous êtes en ce moment sur la scène de l'Alhambra du mercredi au samedi à 19h30 et les dimanches à 17h30 et ce jusqu'à fin avril pour l'instant. Oh, quel talent. Et que vous êtes aussi en tournée en France. Alors comme Marc Landré, je prends mes notes, le 9 et 10 mars à Toulouse, le 29 mai à Perpignan, 17-18 juin à Lille, 31 novembre à Strasbourg, 3 novembre à Strasbourg, 16 novembre à Lyon, 21 décembre à Bordeaux et en Belgique, du 15 au 19 mai. Vous passerez aussi par Liège, Mons et Namur. Ah, c'est une tournée internationale. International, les réservations sont disponibles sur les sites de vente habituels et sur Je crois que c'est le 12 et pas le 13. C'est bon, je dis ça, je dis rien. Écoute, maintenant il a fini de parler, il faut qu'il prenne la parole. Alors voilà, avant qu'on ne se quitte, on a des petits cadeaux évidemment. On vous offre ce qu'on appelle un blow ou Oui, un package. Donc le Figaro Magazine dédié cette semaine aux 20 coups de cœur à découvrir pour partir cet été en vacances. Entre les dates de vos tournées, vous aurez peut-être l'occasion de vous reposer un peu. Ah oui, un très beau dossier monté par Mehdi. Vous avez des bonnes Menu. adresses, des bons endroits. Je vous offre aussi le Madame Figaro spécial accessoire. Ça, j'adore parce que tu sais quoi? Quand j'étais dans l'avion, j'ai des souvenirs. L'horoscope du Figaro Madame, il a toujours marché sur moi. Et ben voilà. Ouais, on va le dire à Anne-Florence Schmitt alors. Pour tout savoir de ce qui se passe à la télé, l'actu télé, le TV Mag, bien sûr. Ah, super. De nos amis Nicolas Voller, Philippe Larocque. Et enfin, le spécial hors-série du Figaro qui vient juste de sortir, qui est dédié au peintre Tintoret, l'enfant terrible de Venise. Un petit coucou à Michel de Gégère. Et oui, parce que il est toujours en rien. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci. Un excellent moment en votre compagnie. On se revoit, nous tous ensemble. Merci les garçons. Très bientôt. C'était génial. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même punition. À Charlotte, Merci à Ciao, beaucoup, bien sûr. Frédéric Et Picard. c'est parti. Merci Jean-Philippe Janssen Merci encore. beaucoup. Merci à vous, Salut. Marc.